Bienvenue Marc, Merci. je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter? Écoute, j'ai 32 ans, je vis à Paris. Ça fait 7-8 ans maintenant que je bosse dans la tech. Principalement soit sur des rôles de sales, soit sur des rôles de marketing, mais plutôt grosses. Ok, Et j'ai fait qu'aider des équipes marketing, des équipes vente à générer plus de revenus. Donc par exemple, tu vois, j'ai d'abord fait une école de commerce, après j'ai monté une boîte dans l'industrie de la musique, qui a pseudo-marché, passé par The Family. ok, trop bien, Ouais, bonne expérience. mais carrément. Et du coup, j'ai forcément dû commencer à être bon en sales pour Mhm. vendre mon propre logiciel. Derrière, du coup, je rejoins une boîte qui s'appelle Data Analyst, qui est un peu comme un Oui, Lemis, outil d'automatisation de la prospection, qui je aujourd'hui a connais été bien. revendu à Sarbacane. D'accord, Ouais, excellent. et d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont carrément même intégré maintenant à Sarbacane. Ah, Du j'en coup, la avais pas du tout marque Data entendu Analyst parler. n'existe plus, Ok, je crois, hein. Et donc là, je fais beaucoup de sales et j'apprends énormément et je kiffe de ouf. ok, Et donc là, j'ai aidé forcément les équipes marketing, sales à générer plus de rendez-vous via la prospection. d'accord. Derrière, je rejoins une boîte de chez eFounders, tu sais, ceux qui ont créé Spendesk, Oui, Uside, ils n'ont pas tout à fait créé, Aircall, etc. ok, Et donc c'est une boîte qui s'appelait, parce qu'elle est morte, Bonjour.io, qui était un outil de visio fait pour les équipes commerciales qui allaient enregistrer, transcrire, analyser leurs conversations commerciales d'accord. pour savoir ce que le top sales faisait mieux que les autres et Mhm. répliquer les bonnes pratiques. Ok, Et enfin, Captain Data, en gros, cette fois-ci, qui est un outil pour se construire des bases de données de prospects, depuis LinkedIn, depuis Google, depuis ce que tu veux, depuis n'importe quelle source. d'accord. Et là, pour le coup, j'ai beaucoup aidé mes équipes à avoir des rendez-vous, l'équipe de Captain Data, et nos clients à générer des rendez-vous pour leur business. Ok, donc grosse expérience à la fois marketing et sales. Exactement. Et donc derrière, je quitte Captain Data, je lance un petit produit, un petit SaaS sans une grosse volonté de chiffre d'affaires. Je voulais assez vite arriver à 10K de MRR, Ok, qui s'appelle Follow, qui est une extension Chrome qui te permet en fait d'extraire les gens qui ont interagi avec un post LinkedIn pour qu'ensuite tu puisses les recontacter, peu importe si c'est ton post ou celui de n'importe qui. ok, Et en fait, ça, j'ai lancé via une campagne d'influence B2B. Ça a extrêmement bien marché parce qu'à une époque aussi, je créais du contenu sur LinkedIn. Je me suis dit, il y a quand même un truc à faire sur l'influence B2B. C'est en train de prendre petit à petit, de manière organique. Et donc, fin 2023, création de l'agence Obvious, mhm. agence d'influence B2B. Ok, bon, on va revenir sur plein de points. On va commencer par, je pense, la création de contenu, qui est un peu le nerf de la guerre. Donc, Ouais. tu nous dis que tu publies beaucoup sur LinkedIn. À une époque, je publiais beaucoup. Ok, Mais pour le coup, j'ai fait une grosse pause. Justement, c'est quand j'étais chez Bonjour.io. Moi, si tu veux, je suis arrivé avant que le produit existe. mhm. J'étais le premier gars business et du coup, il y avait tout à faire. Et une de mes stratégies pour aller acquérir des clients, des rendez-vous, c'était justement de créer beaucoup de contenu autour de sujets sales. Et donc, tu vois, j'ai commencé sur LinkedIn, je sais pas, je devais faire 3000 impressions par post. 18 mois plus tard, c'était plutôt 30 000 en moyenne. Ok. Et donc, je postais quasiment tous les jours. Et c'était quoi en fait ta strat? Tu faisais du personal branding ou? Grosso modo, moi, j'apportais beaucoup de valeurs très concrètes sur comment gérer des objections, comment bien qualifier un prospect, comment quantifier, comment bien faire une négo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Donc, ça pendant combien de temps? Quasiment 2 ans. C'est énorme. Ouais, Avec une moyenne de 30 000 vues par post? à peu près. Ok, Les moins bons, 15, les plus bons, 100. c'est pas mal. Et donc, Follow, qui est une extension, Yes. te permet donc d'aller traquer, enfin d'aller juste chercher toutes les personnes qui ont interagi avec ton post pour ensuite aller les prospecter. Voilà, donc en gros, soit toi, tu es créateur de contenu, et en Mhm. fait, c'est bien, des fois, il y a les gens qui vont finir par venir à toi parce qu'ils t'ont vu et revu. Mais disons qu'on peut accélérer un petit peu les choses, que si je suis un freelance, je poste du contenu tout le temps, j'ai quand même pas mal de gens qui interagissent à chaque fois sur mes posts. Ça me paraît pas déconnant d'aller les contacter en Ça mode paraît logique. voilà, salut Jean, j'ai vu que tu avais aimé mon post sur ça, est-ce que toi tu as un sujet autour du SEO, parce que je suis freelance SEO. Donc c'est soit extraire les gens qui ont aimé commenter nos propres posts, Mhm. soit c'est d'aller taper sur ceux de la concurrence. Visiblement ces gens-là ont un intérêt pour la problématique que je résous et ils ont plutôt un intérêt pour notre concurrent, mais bon, peut-être dire que j'existe. Mhm. Ou alors quelque chose de rien à voir, à partir du moment où quelqu'un parle du problème que tu résous, autant aller contacter les gens, parce qu'en fait moi je le vois un peu comme avant tu fais de la prospection, t'imagines, tu es chez Carglass, on te dit voilà toutes les personnes qui ont une voiture, après cool, tu vas avoir plein de gens qui vont dire j'ai pas de problème, j'ai pas d'impact sur mon pare-brise. Mhm. Et disons que là, tu as des gens qui interagissent sur le problème en question que tu résous, donc visiblement ils ont un intérêt pour le sujet, potentiellement c'est le moment, donc c'est un peu comme si je te filais un fichier de tous ceux qui avaient une voiture et un impact. Ok, et Donc ensuite, plus de réponses, plus de rendez-vous.
c'est hyper logique et en fait tout le monde devrait faire ça. Je pense. Mais ensuite, c'est quoi la suite de ta strat? Donc tu les contactes par un message qui est ultra personnalisé, tu utilises des logiciels, tu fais comment? 99% de mes clients, ils ont déjà un outil de prospection à côté, type Lemlist, Wallaxy, tout ce que tu veux. Et donc en gros, ils vont en un clic pouvoir extraire toutes les personnes. Sélectionner par exemple dans un filtre au début s'ils préfèrent des fondateurs, des directeurs marketing, des commerciaux, taille de boîte, industrie, etc. Moins d'une heure plus tard, ils se retrouvent avec un fichier avec l'ensemble des contacts. Et ensuite, ils l'importent dans leur Lemlist Wallaxy. Et ils les contactent avec un message extrêmement simple. Ok, et derrière, l'analyse et le tracking, ça se passe comment? Bah, généralement, ils le font avec Lemlist, quoi, ou avec leur outil de prospection. Mais nous, ce qu'on voit, en tout cas en termes de perf moyenne, c'est généralement, tu vois, dans l'outbound, tu vas plutôt faire 3 à 5% de taux de réponse. Et là, on va plutôt chercher entre 10 et 40% de taux de réponse. Et généralement, tu convertis 1% des gens que tu contactes en rendez-vous. Là, tu vas plutôt en convertir entre 3 et 10%. Mais c'est marrant parce que toi, en fait, tu fais vachement bien le lien entre l'inbound et l'outbound. Chose qui est assez rare en général, c'est soit l'école de l'in ou l'école de l'out, mais absolument pas les deux en même temps. Je pense qu'il y a une trend maintenant, ils ont nommé ça allbound ou quelque chose comme ça. Qui mélange les deux. Voilà, et je pense qu'effectivement, moi, sur ma vision en tout cas de la prospection, c'est fais tout pour ramener les gens à interagir avec ton contenu, à aller visiter ton profil LinkedIn. Et ensuite, toutes ces personnes, tu peux facilement les extraire, les contacter et très vite rentrer dans une discussion. Parce que le problème de l'outbound, le but, c'est pas de décrocher un rendez-vous au premier échange, c'est plutôt de décrocher une réponse pour engager une conversation qui, là, amènera potentiellement un rendez-vous. Et donc, je pense que c'est des bonnes manières de le faire. Et s'il y avait une stratégie que tu devrais donner qui mélange justement les deux, donc qui est de l'outbound, tu dirais qu'il faudrait faire quoi avec LinkedIn? Ce sur quoi, en tout cas, moi, aujourd'hui, j'investis pour Obvious, c'est de ramener le maximum de gens sur mon profil LinkedIn. T'as combien de visites sur ton profil LinkedIn? Par mois? Oui. Aujourd'hui, 2000. Ok. Donc c'est encore. Mais là, petit, parce que moi, je reprends le contenu sur Obvious. Et pour tes clients? Pour les clients avec qui on fait de l'influence? Avec Obvious, du coup? Oui. Alors ça dépend totalement parce qu'on va pas forcément faire ce genre de strat avec eux. On a travaillé sur à peu près une cinquantaine de campagnes, donc que pour des clients B2B, SaaS, type Pipedrive, Legal Start, Carmen, Let's Sign It, etc. Avec un peu plus de 300 créateurs de B2B de l'autre côté. On a bossé sur un peu plus de 300 posts sponsorisés là, depuis 7 mois. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est quand même déjà beaucoup dans la même mécanique et je pense qu'assez vite, il va y avoir une fatigue de l'audience. Donc nous, les choses que là, on est en train de mettre en place pour nos clients, c'est d'aller chercher beaucoup, on va dire, d'une certaine manière, de jeux concours et de reprendre beaucoup les choses du B2C dans le B2B. Donc par exemple, le créateur fait un post, potentiellement on a mis une petite poche dans le budget du client. Si le CTA, ça va être partage, enfin reshare mon post, et celui qui aura le plus d'interactions sur son repost pourra gagner par exemple 1000 €. Là, il y a aussi des choses qu'on va mettre en place pour certains clients où on reprend beaucoup de les codes du B2C. On a un client, admettons Pipedrive, on bosse avec certains créateurs pour Pipedrive, et en fait, nous, on va organiser dans un bon setup un live LinkedIn, mais avec des concepts type YouTube, donc par exemple, qui est l'imposteur, ou sur Pipedrive. Donc du coup, moi, je vais avoir 2 créateurs, quelqu'un de chez nous, et on va faire venir par exemple 2 sales plus un imposteur, et travailler comme sur du Squeezie YouTube, mais dans une vocation de promouvoir Pipedrive. C'est une nouvelle façon de faire de l'influence et de la promotion en même temps. Disons que le B2B avant, clairement tout le monde disait que le marketing B2B c'était boring. Maintenant, d'une part parce qu'il y a une explosion des créateurs B2B, et d'autre côté parce qu'il y a de plus en plus de boîtes B2B qui sont maintenant limite des produits B2C. Tu vois, un Notion, il peut être utilisé par n'importe qui. Et avec avant, tu vois, les outils, ça coûtait des dizaines de milliers d'euros par an. Maintenant, tu as des choses qui peuvent te coûter 20 € par mois. Donc du coup, pour moi, ça fait beaucoup plus sens que maintenant, le marketing B2B s'imprègne vraiment du marketing B2C. Ok, c'est très Et clair. casser les codes un peu, quoi. Et ça fait du bien. Voilà. Et pour toi, comment l'influence va justement évoluer sur ces prochaines années? Autant sur la partie B2C que sur la partie B2B, je serais Franchement, sur la partie B2C, je ne serais pas le plus à même de te dire, je ne connais pas assez. Sur l'influence B2B, ce dont je suis sûr, c'est que, en tout cas aujourd'hui, il y a à peu près 1% des boîtes B2B qui utilisent l'influence. B2C, c'est 70%. Je pense qu'on est aux prémices vraiment de l'influence B2B. Et donc, je sais que ça va faire que grossir. Je pense qu'il va y avoir des créateurs qui vont avoir des audiences B2B de plusieurs millions de personnes dans les 5 prochaines années. Okay. Déjà à l'époque, avoir plus de 100 000 abonnés sur LinkedIn, c'était une prouesse. Ouais. Maintenant, je pense à un Justin Welsh, un gars aux US qui a beaucoup scandé qu'il fallait faire du personal branding
il doit être à 500 000, 600 000 abonnés sur LinkedIn. Je pense que du coup aussi, la forme que prend ton contenu va devoir beaucoup évoluer aussi côté créateur. Juste faire un post écrit avec du joli copywriting, je pense que ça va changer. Je crois beaucoup au fait que la vidéo va commencer à prendre de plus en plus de place sur LinkedIn. Okay. Et je pense que du coup, les boîtes vont commencer à pouvoir faire des choses un peu plus créatives en s'appuyant sur des influenceurs, que ce soit sur du digital ou sur du physique, ou mélanger les deux. Et c'est marrant parce que tu vois, pour l'instant, ce qui fonctionne encore le mieux, c'est le copywriting avec des textes assez longs, hyper personal branding. Et une photo, ça cartonne toujours autant. Ça cartonne toujours autant. Maintenant, chez LinkedIn, tu vois, ils sont en train de bosser sur la fonctionnalité TikTok feed, quoi. On parle de LinkedIn depuis tout à l'heure, mais est-ce que pour toi, il y a d'autres réseaux sociaux qui te permettent de faire de l'influence B2B? Carrément. Nous, aujourd'hui, 95% des posts sponsorisés qu'on a gérés étaient sur LinkedIn. Maintenant, nous, on est capable de faire des choses sur newsletter, podcast, YouTube, TikTok, Insta. Okay. Donc, pareil, je crois beaucoup au live et je pense que l'influence B2B marchera bien sur Twitch, par exemple. Si tu fais des lives avec des concepts créa cool, vraiment mettre l'accent sur l'entertainment, limite un peu plus que la profondeur du propos. Je pense. Aujourd'hui, on est très sur la profondeur du propos, notamment sur LinkedIn. Donc clairement, à partir du moment où ton audience, elle est sur YouTube, Insta, TikTok, pas de raison de pas le faire. Et toi, tu le fais pas du tout sur les autres réseaux? Si, du coup, nous, on a fait des choses déjà sur YouTube, un petit peu sur Insta, mais plutôt story. Okay. Rien sur TikTok à date et quelques petits trucs newsletter podcast. Pas de Reels? Pour l'instant, non. Okay. Pour l'instant, non, parce que les campagnes qu'on a gérées, c'était pas le plus pertinent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand même plus de 80% des clients avec lesquels on bosse, en faisant la campagne d'influence avec nous, c'est la première fois qu'ils faisaient de l'influence. Donc disons qu'on commence par ce qu'on est un peu plus sûr qu'il va fonctionner. Et typiquement, comment ça se passe? Moi, je suis cliente chez toi, tu m'accompagnes comment? Alors, on se voit 15 minutes pour valider ton budget. Généralement, nous, aujourd'hui, on travaille sur des budgets qui vont de 5 à 20 000 euros et on peut aller jusqu'à 50 000 si on fait des choses en physique en plus que le digital. On valide ton budget, on valide l'audience cible, que ce soit en termes de persona ou que ce soit en termes de type d'entreprise, taille d'entreprise ou secteur d'activité, et le marché cible, parce qu'aujourd'hui, 50% des campagnes qu'on lance sont France, Belgique, Suisse, 50% US. Une fois qu'on a validé tout ça et quand est-ce qu'on aimerait lancer dans l'idéal, moi, je te présente quelques créateurs qui feraient sens pour toi. Derrière, toi, tu prends 48 heures pour checker seul ou avec ton équipe ceux avec qui tu préférais travailler. Moi, je regarde de mon côté maintenant qui est chaud de monter sur l'OP. Une fois qu'on sait ça, on se revoit une demi-heure. On travaille sur un brief où on va parler de ce que fait ta boîte, de tes objectifs quanti. Nous, aujourd'hui, quand on nous donne 5 000 euros de budget, on va aller chercher, si je frappe que de LinkedIn, entre 80 et 100 000 impressions à travers les différents postes des créateurs. Généralement, la campagne va durer 2 semaines, il va y avoir entre 4 et 8 créateurs. Et ces 80 à 100 000 impressions, elles vont transformer généralement entre 80 et 100 leads. Mais ça peut être 3 fois moins comme 3 fois plus, selon ton produit, ton call to action, le panier moyen de ton outil. 80 000, 100 000 impressions que tu vas chercher au total? Exactement, avec les 5 canaux de budget. Donc ça fait un CPM qui est plus élevé que d'autres canaux, enfin que de l'ADS, etc. Parce que tu tombes autour de 50 euros de CPM. Mais derrière, ta conversion en lead, elle est bien supérieure à de l'ADS. Parce que tu as quelqu'un que tu suis depuis longtemps, qui a de l'autorité, qui te recommande d'utiliser l'outil. Et à chaque fois, vous arrivez à atteindre ces objectifs-là? D'impression? Oui. Ouais, et puis de toute façon, c'est contractuel. Disons que nous, on a une clause avec les créateurs. C'est comment on les rémunère. En fait, on se base sur le nombre d'impressions moyennes par post sur les 30 derniers jours. Et on rémunère un créateur 50 euros par 1000 impressions. Donc si sa moyenne, c'est 10K par post, et du coup, moi, je sais que sur le budget total du client, je vais avoir 500 euros pour lui. S'ils font moins de 60% de cette moyenne, donc lui, s'il fait moins de 6000 impressions, il est obligé de poster de nouveau. On est sûr qu'on fera au moins 80 à 100K impressions. Maintenant, la conversion en lead, ça ne dépend pas que nous. Et justement, ta moyenne d'impressions par créateur, tu as dit 10 000 un peu au hasard, mais est-ce que c'est véritablement ça? Je sais pas, je pense qu'elle a un peu plus, parce que nous, aujourd'hui, on bosse avec des créateurs qui vont faire entre 5K impressions et 100-150 par post. Est-ce que vous regardez, c'est à chaque fois le nombre d'impressions moyen et pas le nombre d'abonnés? Les abonnés, enfin en tout cas sur LinkedIn, ils servent à rien. Vraiment. Pour 2 raisons. Emmanuel Macron, il va avoir beaucoup d'abonnés, mais s'il publie jamais, pas très intéressant. Premier sujet. Et 2, à la différence d'un Insta, comment fonctionne l'algo de LinkedIn, c'est que moi, en tant qu'abonné, être le seul à voir le contenu du créateur. Si
je suis dans le deuxième réseau, troisième réseau, je vais être amené à voir le poste du créateur. Donc du coup, ce qui est beaucoup plus important, c'est son nombre d'impressions et à la rigueur l'engagement, plus que le nombre de followers. En soi, je trouve que c'est exactement la même chose sur Insta, parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir 10 000 followers et avoir même pas 100 likes par publication. Quoi qu'il en soit, nous, c'est sûr que pour LinkedIn, on regarde vraiment les impressions. Petite question, tu penses quoi des outils d'automation qui te permettent de faire partie des pods et d'avoir des likes? J'imagine que t'en as plein des créateurs qui font ça. On a eu une mauvaise surprise une fois, en tout cas sur LinkedIn, je trouve que c'est assez facile à les repérer. Parce que sur LinkedIn, c'est assez rare que tu aies du repartage. Pour comprendre qui est un pod, c'est que tu verras toujours sur un post de créateur qui utilise un pod qu'il a plein de shares. Parce que justement, c'est le pod qui fait ça. Et donc ouais, un, tu vois beaucoup de shares, deux, tu vois beaucoup de commentaires qui sont travaillés avec de l'IA, ça se voit direct. Et très vite, un engagement énorme en l'espace d'une demi-heure. Parce que des créateurs de contenu que je ne citerai pas, qui sont quand même relativement connus, tu vois qu'ils font partie de pod. Parce que sur LinkedIn? Ouais, sur complètement. LinkedIn, complètement. Et pourtant, ils utilisent encore alors qu'ils ont déjà une communauté qui est engagée, tu vois. Donc, quel est l'intérêt d'utiliser encore des pods si tu as déjà une base de followers qui te permet d'avoir de l'engagement? Je sais pas, c'était psychologique le stress de faire un flop, quoi. Ouais. Je sais rien. Ouais, non, mais c'est ça. En réalité, moi, je pourrais me dire, allez, why not? Dans la mesure où moi-même, je ne serais pas en train de auto-liker, auto-commenter des posts de ceux qui font partie du pod. Si quelqu'un parle d'un truc où je ne suis pas du tout en phase avec ça, admettons politique, et que le bot a commenté pour moi, je suis pas chaud. Et c'est quoi ta vision des choses sur les algos? Parce qu'on n'arrête pas d'entendre parler partout des algos LinkedIn qui ne font que changer. Et apparemment, depuis 1 an, c'est une catastrophe les algos et les gens ont beaucoup moins d'impression. Clairement. C'est une réalité ou c'est juste que les posts ils sont pas bons? Non, clairement, je pense que entre le moment où. Et encore, déjà quand on avait commencé l'agence, ça commençait déjà à être pas ouf. Mais je pense qu'à date, entre juillet 2023 et juillet 2024, pour la majorité des créateurs, ils ont divisé par 3. Les nombre d'impressions. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, mais du coup, ce que je lisais justement hier, c'est aussi un peu une volonté de LinkedIn de rester ce réseau professionnel. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que je disais avant, où ils n'ont pas trop envie qu'on vienne faire beaucoup d'entertainment et du coup faire beaucoup de viralité, faire des gros posts. Dommage. Ils préfèrent dommage effectivement, ils préfèrent qu'on fasse du contenu ultra quali, avec beaucoup d'engagement mais peu d'impression, de ma compréhension. C'est une façon de voir les choses. Ouais, je suis pas fan. Moi non plus. Et en termes de taux de clic? Ouais, ça va dépendre beaucoup d'un créateur, d'un autre, et puis du canal, si c'est LinkedIn, si c'est newsletter, etc. Mais nous, ça peut aller de 2% à 20%, quoi. Ouais, c'est hyper variable. Ouais. Et donc là, dans ta base, pour la partie influence, t'as qui comme créateur de connu que tu pourrais potentiellement nous citer? Harold Gardas, par exemple, de chez Com. Ouais. Caroline Rousset. Sixtine Moulet-Berthaud et son frère Valran du Crayon, par exemple. Ok, trop bien. C'est des très jolis noms. Yes. Donc tu travailles avec eux depuis longtemps? Tout début de l'agence, donc 8 mois. Et comment tu as été les chercher? Alors, certains, parce que ça fait 7-8 ans que je suis un peu dans ce monde-là, donc j'ai aussi un peu mon réseau. Donc au début, je suis allé taper sur les personnes que je connais. Et puis après, disons que quand tu as des jolis noms, c'est assez simple de rameuter les autres. Il faut bien comprendre que par contre, malgré qu'on bosse avec ces 300 créateurs, nous on a zéro exclu avec eux. S'ils veulent travailler avec d'autres agences, ils peuvent. On n'est pas leur agent, sauf que justement, moi j'ai cofondé cette boîte avec Jenna Gill, qui est aussi ma compagne. Et on a certains créateurs, notamment type Harold, Caroline Rousset, qui peuvent faire des gros formats. Par exemple, Harold, en ce moment, il fait Flair, qui est une émission entrepreneuriale avec BPI. Là, lui, il a besoin de sponsors. Et donc, du coup, là, depuis 1 mois et demi, on a ouvert une branche talent chez nous, où parmi les 300 créateurs, on travaille avec, aujourd'hui, ça tient sur les doigts de la main, pour là, vraiment travailler exclusivement pour eux et travailler à la fois leurs sponsors sur leurs différents concepts, que ce soit émissions, live, event, etc. Mais dans une certaine mesure, un peu plus tard, pour l'instant on ne le fait pas, travailler aussi sur le branding, sur leur image, pour en faire un peu des Anthony Bourbon. C'est hyper logique, c'est une suite totalement logique. Voilà. Mais du coup, est-ce que ça ne reprendrait pas un peu ce que fait le surligneur? Si. C'est ça? C'est le même business model? Un peu. Donc ça veut dire que tu vas devenir le concurrent des influenceurs avec lesquels tu travailles? On verra, il faut que j'en parle avec Christine.
Ouais. Et qu'est-ce que tu as d'autre dans ton pipe de nouveautés qui arrivent? Bah, donc, je sais que là, on va beaucoup travailler, commencer à travailler sur des concepts influence, pas juste uniquement des posts et des choses vues et revues, et donc un peu ce que je te disais, où on va travailler des formats un peu plus créa, sur du live, sur de l'event, sur du gifting, sur du jeu concours, sur ce genre de choses. Ok. On va continuer à faire rentrer des créateurs, on fait rentrer à peu près 40 créateurs dans l'agence par mois aujourd'hui. C'est énorme. Ouais. Et pareil, comment tu vas les chercher? Tu analyses le créateur de façon ultra personnalisée en disant qu'il peut te rapporter, ou tu te dis bon, banco, j'ai tant à prendre, je teste et puis ensuite j'y tiens ou pas. Donc déjà, il y a à la fois pour moi et pour Jenna, on a notre réseau, etc. Et puis on sait les créateurs, enfin on les voit passer tous les jours dans notre feed, donc voilà, on sait qui est pertinent ou pas. Et après, petite dédicace à Jérémy qui a créé Favicon. Ok. Favicon, c'est un outil qui te permet d'identifier facilement des influenceurs, notamment B2B sur LinkedIn. Et donc en fait, nous, on peut partir de là, soit parce qu'on a un besoin client et aujourd'hui, on n'a pas forcément tous les bons créateurs qu'il faut dans le portfolio pour travailler la campagne. Et donc du coup, on va se servir de Favicon pour aller en trouver d'autres. Soit parce qu'on veut continuer à faire grandir notre portfolio. Donc on regarde, je sais pas, les top 50 en sales, les top 50 en marketing et on les contacte à la main. Ok. Finalement, c'est hyper simple. C'est très simple. Très simple. Mise en relation. Ok. Et toi, sur ton LinkedIn, donc là, tu as repris un peu la création de contenu. Ouais, depuis peu. Réellement, là, depuis 2 semaines. Et malgré les soucis algorithmiques, tu arrives à Ouais, rentrer des écoute, résultats. non, pour l'instant, c'est vraiment pas ouf. Je pense que mes poches, ils tournent entre 5 et 10K, tu vois. Ok. Bah, c'est déjà pas mal C'est pour une c'est entreprise. déjà ça. En vrai, je suis content. Franchement. En vrai, je suis content, c'est déjà ça. Mais du coup, ouais, moi, je sais que là, j'investis beaucoup sur la vidéo. Ouais. Et je veux que 90% de mes posts LinkedIn soient vidéo. Ok. Et tu fais plus du tout de posts écrits classiques avec un selfie Pour l'instant, non. Ok, Non, et je pense pas le faire. ça marche. Donc on peut te retrouver sur LinkedIn. Absolument. Trop bien. Marc Richard. Parfait. Et site internet, Obviews, donc ob-views.co. on va mettre tout ça à l'écran. Merci beaucoup. Merci à toi.